Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. À la une de l'actualité de ce mercredi, l'Assemblée nationale reprend ses travaux demain. Ces instances seront également renouvelées et sur toutes les lèvres, le dossier sur le trafic présumé de passeports diplomatiques, même si la session de demain risque de ne pas aborder le sujet. Macky Sall a inauguré aujourd'hui le pavillon Sénégal à l'Expo Dubaï 2020. Une occasion pour le chef de l'État de vanter sa vision futuriste ainsi que les atouts du Sénégal. Attention, la grippe saisonnière, les cas sont en hausse chez les enfants. Les consultations ont presque doublé à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Vannes où nous nous sommes rendus. Le reportage de nos reporters à suivre dans quelques instants. À la découverte ce soir de Mpak, un village situé à 1 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. L'éducation des enfants se heurte à plusieurs manquements et nous le verrons en fin d'édition. Alors, l'Assemblée nationale renouvelle ses instances dès demain, jeudi. Le nouveau bureau est fortement attendu sur le dossier du trafic présumé de passeports diplomatiques. Pour rappel, le ministre de la Justice a officiellement saisi l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans cette affaire, Cheikh Hassan Affal. Fin des vacances pour les députés de la 13e législature. L'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue ce jeudi à 9h. Une session durant laquelle le nouveau bureau de cette 13e législature sera installé. Il faudra donc s'attendre à des changements, mais le président de l'Assemblée nationale ne sera pas concerné parce qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Après l'ouverture de la session ce jeudi, les 8 vice-présidents seront élus avec le respect de la loi sur la parité, 4 hommes et 4 femmes donc. L'Assemblée va ensuite procéder à l'élection des 2 questeurs et des 6 secrétaires élus. Après l'installation du bureau, Moustapha Niasse va demander aux membres des commissions permanentes de se réunir en vue de renouveler leurs bureaux respectifs selon les procédures posées dans le règlement intérieur. Mais au cours de cette session, les députés auront également à examiner la loi de finances, c'est-à-dire le budget 2022 déposé à l'hémicycle par le ministère des Finances et du Budget. L'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques sera certainement abordée par certains parlementaires, mais la question ne sera pas traitée ce jeudi. Après son installation, le bureau sera informé par le président de l'Assemblée nationale et la procédure de levée de l'immunité parlementaire des 2 députés cités sera enclenchée conformément au règlement intérieur selon un ancien député. Une affaire qui est loin donc de connaître son épilogue. Demain également, Guy Marius Sagna sera fixé sur son sort. L'activiste est arrêté pour diffusion de fausses informations. Pour lui témoigner leur soutien, 20 organisations politiques et de la société civile prévoient une marche de contestation dès ce vendredi. Les précisions de Aïssatou Kane et Mafalfal. C'est un cri du cœur sur fond d'indignation et de frustration. 20 coalitions, partis politiques et sociétés civiles comptent manifester le vendredi 15 octobre 2021. Une marche avec ou sans autorisation, souligne le porte-parole du jour. Nous vous convions tous, organisations de la société civile, partis politiques, mais le peuple sénégalais dans sa globalité, à une manifestation le vendredi 15 octobre pour dire non à l'injustice au Sénégal, pour dire non à l'instrumentalisation des forces de l'ordre et pour exiger la libération de Guy Marius Sagna. Une marche contestataire pour dénoncer, disent-ils, l'instrumentalisation de la justice, le discrédit des institutions ainsi que l'arrestation arbitraire à leurs yeux de Guy Marius Sagna, entre autres dérives. Nous avons convié à cette conférence de presse pour une fois de plus marquer notre opposition, notre désaccord face à ce qu'on peut appeler des pratiques malsaines, à des multiples dérives du régime de Macky Sall. Depuis quelque temps, nous constatons un acharnement sans limite de l'État du Sénégal sur des citoyens, des activistes, des organisations de la société civile. Un acharnement de l'État du Sénégal qui passe par des arrestations abusives
refusons que la justice à deux vitesses doit cesser. Par ailleurs, ces mouvements signalent, selon eux, la tentative de liquidation du groupe d'E-Media et invitent les Sénégalais à venir en masse au procès de Guy Marius Sagna, prévu le jeudi 14 octobre à 8h. À l'Expo universelle de Dubaï, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a évoqué les projets du Sénégal en matière de transport terrestre, maritime et ferroviaire. Le chef de l'État faisait notamment allusion au train express régional, au bus rapide transit ou encore le port de Ndayane. C'était après l'inauguration du pavillon spécial du Sénégal. Nos envoyés spéciaux Isidore Alexandre Sen avec Serine Saludem. Je déclare maintenant ouverte la journée nationale du Sénégal et je vous remercie. 4 jours après l'ouverture officielle de l'exposition universelle de Dubaï, le Sénégal ouvre son bal. Le BRT, Dakar Smart et le futur port de Ndayane sont mis en exergue des projets innovants avec des perspectives qui forcent le respect. Il faut rappeler que c'est sous le magistère du grand président Macky Sall que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec un diagnostic en amont dans le cadre du PSE. C'est à sa vision que nous devons le TER et le BRT, des infrastructures modernes, rapides, efficaces et respectueuses de l'environnement. La Fédération des Émirats Arabes Unis reste un partenaire stratégique du Sénégal dans divers secteurs, dont celui des politiques portières. Déjà, nous savons que DP World est partenaire stratégique du Sénégal dans la construction du port de Ndayane. Mais avant Ndayane, déjà, le terminal à conteneurs était géré et toujours géré du port de Dakar. Le terminal à conteneurs du port de Dakar est géré par Dubaï Port. En termes stratégiques, je pense que c'est une bonne option. N'oublions pas que le port de Ndayane sera un des ports les plus importants d'Afrique. Je peux même dire que ce sera le port le plus important d'Afrique de l'Ouest, avec des tirants d'eau de moins de 18 mètres, capables d'accueillir des navires, ce qu'on appelle les navires post-Panamax, c'est-à-dire les plus gros navires. En matière de transport et de technologie, Dubaï inspire le Sénégal qui a un long chemin à faire en la matière. Où il a parlé de Smart Sénégal, qui est un programme important et ambitieux qui veut mettre le numérique au cœur de notre développement, mais également au cœur des vies des Sénégalais. L'ouverture du pavillon Sénégal à l'exposition de Dubaï marque le top départ de plusieurs tête-à-tête entre privés sénégalais et étrangers. Dans l'agenda du président de la République, il est prévu des rencontres économiques avec les autorités des Émirats Arabes Unis. Les sous-thèmes de la durabilité, de la mobilité et des opportunités vont rythmer le séjour des Sénégalais à Dubaï dans cette exposition 2020 jusqu'en mars 2022. Et lors de cette inauguration du pavillon Sénégal, Macky Sall a également souligné les rapports de coopération entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis. Je vous propose de le suivre. D'abord, le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit de valoriser de développer et de donner les bases d'une restructuration de l'économie. Là-dessus, nous sommes vraiment assez avancés sur l'axe 1 du PSE. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est capital humain, tout ce qui est développement durable. Il est clair que sur le plan des échanges commerciaux, des efforts sont encore à faire. Et notre conviction est que ces efforts se feront à travers le développement de l'investissement privé émirati au Sénégal, mais aussi l'exportation de produits sénégalais vers les Émirats. Nous exportons vers l'Europe, nous exportons vers la Chine. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aussi exporter vers les Émirats. Ceci, c'est pour booster la relation et les échanges. Alors, justement, l'un des objectifs de nos équipes, c'est que d'ici là, qu'ils puissent étudier les produits sur lesquels notre pays pourra exporter et les produits sur lesquels les Émirats aussi pourront exporter chez nous, parce qu'il s'agit d'un échange qui doit être renforcé. Nous avons un niveau de coopération politique et institutionnelle très développé. Il s'agit maintenant de relever le niveau commercial à la hauteur des relations bilatérales entre les deux pays. Retour sur Dakar, le ministre de l'Élevage a fait le point sur la mise en œuvre du plan national de développement du secteur à l'horizon 2035. Selon Alissa Diop, la réussite de ce programme dépend en grande partie de l'implication des privés. Il aura alors tendu la main lors d'une réunion annuelle avec les services décentralisés. Regardez.
l'État a beaucoup de priorités. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que le secteur privé national a un rôle important à jouer dans le financement du secteur de l'élevage. Nous avons, dans cette perspective, travaillé en interne d'abord au niveau du ministère en réfléchissant sur comment faire en sorte d'informer le secteur privé national sur les opportunités de l'élevage et faire en sorte que ce secteur privé vienne prendre sa place dans le développement de l'élevage. Nous avons entamé une série de réunions avec ce secteur privé-là dans la perspective d'organiser à fin novembre un forum au cours duquel on va informer sur ce qu'est l'élevage. On va permettre à nos amis du secteur privé d'abord de connaître le secteur de l'élevage. Connaître le secteur de l'élevage, c'est connaître ses opportunités, connaître qu'est-ce que le secteur de l'élevage peut servir à l'économie nationale via une implication beaucoup plus accrue du secteur privé national. L'hivernage s'en va, mais avec des regrets pour certains agriculteurs. Il ne pleut pratiquement plus dans le nord du pays et le centre, à l'exception de la zone sud. Les précisions de Pape Ngor Ndiaye de l'ANACIM, joint par Hassan Top. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on est dans la deuxième décade du mois d'octobre et à vrai dire, on n'espère plus de pluie sur une bonne partie du pays, notamment sur la partie nord et un peu vers le centre du pays et au niveau des zones côtières. Actuellement, les zones qui sont susceptibles d'avoir de la pluie restent toujours la zone sud du pays, la Casamance, le Sénégal oriental et juste une partie du Saloum, disons la partie sud du Saloum. Et sur le reste du pays, bon, disons que c'est la fin de l'hivernage, quoi. Bon, disons que pour certaines localités, c'est une situation qui est plutôt normale parce que à l'heure où je vous parle, bon, pour le nord du pays, c'est dans la climatologie, en moyenne, c'est pratiquement la fin de l'hivernage au niveau de la zone nord, donc ce qui est tout à fait normal. Et aussi, c'est le cas pour certaines localités du centre. Donc, on est dans une situation qui est plutôt normale en termes de fin de saison et que c'est tout à fait aussi normal que ça se poursuive sur la zone sud du Sénégal. Il faut peut-être juste noter qu'en termes de quantité de pluie reçue, on a des quantités qui sont assez moyennes. Donc, ce qu'on a l'habitude d'avoir pendant la saison des pluies, c'est pratiquement plus ou moins ce qu'on a eu cette année. Hormis quelques poches où on a eu des excédents pluviométriques tels que Podor, Matam et Thiès, et des zones déficitaires entre, disons, Ziguinchor, Vélingara et Kédougou. Mais globalement, c'est une situation normale qu'on a à l'heure où je vous parle. Normale, c'est-à-dire que finalement, on a reçu les pluies qu'on a l'habitude de recevoir au Sénégal. Toute autre chose, maintenant nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et reprendre le chemin de l'école n'est pas toujours évident pour les élèves. Après quelques mois de vacances, de détente, certains ont fini par prendre leurs aises. Même Alassane Seck et Céline Mbaye leur ont donné la parole dans ce reportage. Le compte à rebours a démarré. Mariem, en classe de seconde, ne se sent pas tout à fait prête. Oui, nous la préparons bien, mais on n'est pas encore prêt. Parce que les vacances ont été courtes et en plus de ça, surtout nous, on n'a pas eu le temps de se préparer avec le BFM et tout. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ndiaye Sissoko, pour sa part, dit s'être bien préparé. Je ferai cette année la première, Inch'Allah. Je la prépare bien parce qu'au fait, j'ai même fait des cours de vacances. Donc je suis vraiment prête à booster cette année, Inch'Allah. Je ne demande pas moi une humain. Je sais juste que cette année, ça ne sera pas facile parce que je ferai la première. Et je dis à tout autre élève, cette année ne sera pas comme l'année dernière. Et je booste à tous les élèves pour qu'ils travaillent mieux. Parce que cette année, ce ne sera pas trop facile. Khadim Gueye vient d'avoir son BFM. Il invite ses camarades à se préparer, à s'y. C'est encore le moment. Les vacances sont terminées, donc nous sommes obligés de nous préparer pour la rentrée. C'est vraiment le moment pour étudier. La fin des vacances n'enchante pas tout le monde, mais il faut bien reprendre le chemin de l'école.
L'autre titre de cette édition, une alerte sanitaire. Les cas de grippe sont en hausse chez les enfants. Ces 2 dernières semaines, les consultations ont considérablement augmenté à Albert-Royer, où les pédiatres demandent aux parents d'être encore plus vigilants. Pape Matiara Tessar s'est rendu sur place. Une flambée de cas de grippe est observée chez les enfants depuis 2 semaines. Une situation ressentie au niveau du service d'accueil des urgences de l'hôpital pour enfants, Albert Royer. Nous avons tous constaté que récemment, depuis presque 1 ou 2 semaines, nous avons une affluence de patients. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle des phénomènes de poussée, on ne peut pas dire épidémique, ou si vous voulez, en tout cas, il y a beaucoup de cas d'infection virale. Si on parle d'infection virale, la grippe fait partie des infections virales. Les diarrhées et les vomissements également que présentent les enfants font partie des infections virales. Les bronchiolites, n'est-ce pas, les rhinites, les rhinobronchites, tout ça font partie de ces infections virales. Malgré le nombre de cas élevés de grippe chez les enfants, les médecins ne sont pas encore inquiets. Le taux de mortalité est nul jusque-là. Au niveau de notre hôpital, la mortalité n'a pas augmenté. Donc c'est pour vous dire que nous faisons tout, ces enfants, malgré souvent le délai d'attente qui est long, de faire tout pour qu'ils reçoivent des soins appropriés pour qu'il n'y ait pas de décès. Cette situation n'arrange pas les choses pour le SAU de l'hôpital Albert Royer. Sa capacité d'accueil est déjà dépassée. Nous avons une capacité litière de 12 lits. Le week-end passé, il y avait 19 malades hospitalisés. Vous allez me demander, mais où est-ce que les 7 malades supplémentaires, où est-ce qu'ils étaient? Il nous arrive parfois de mettre 2 ou 3 malades sur un même lit, ce qui n'est pas recommandé. Les médecins pédiatres invitent les parents à prendre toutes les mesures de prévention pour protéger les enfants contre cette flambée de grippe. Mais en plus, la température ces derniers jours flirte avec les 35 voire 40 degrés. Et qui dit canicule dit forte consommation d'eau. Il faut absolument boire pour s'hydrater, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Et beaucoup semblent l'avoir compris puisque la vente d'eau en sachet marche bien actuellement. Khadija Diouf, reportage. Sous un soleil de plomb, vendeuses et vendeurs d'eau font le tour du marché de Liberté 6 pour écouler leurs sachets. Après la forte chaleur qui enveloppe la capitale ces derniers jours, Florette trouve que consommer beaucoup d'eau permet d'éviter la déshydratation. Non, on n'a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau. Je pense que le corps humain a besoin d'être hydraté. Donc pour boire de l'eau, on n'a pas besoin forcément d'avoir soif. Il faut hydrater le corps à chaque instant en fait. Bon, il est conseillé de boire l'eau le matin. J'entends souvent qu'il est conseillé de boire l'eau tôt le matin. Pour l'organisme, après ça dépend de chacun, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir soif pour consommer de l'eau. Mar, lui, estime que sa consommation d'eau a doublé en cette période de chaleur. Je bois au moins 1 litre par jour car il fait très chaud au Sénégal. Si les gens boivent de l'eau très souvent pour éviter la déshydratation, Mara dit boire seulement quand le besoin se fait sentir. Je bois au moins du sachet parce que c'est bon pour la santé, mais seulement quand j'ai soif. En cette période de chaleur, la consommation d'eau augmente forcément. Une aubaine pour les vendeurs d'eau dans les rues de Dakar. Dans le reste de l'actualité, la coalition Yewwi Askan Wi va financer sur fonds propres sa participation aux élections locales prochaines. Une plateforme a été donc lancée avec comme objectif une large contribution citoyenne de Mamadou Dieng et Mafalfal. La coalition Yewwi Askan Wi appelle tous les citoyens aspirant au changement à participer à son initiative dénommée Kopar Express. Dans la perspective des élections locales, Yewwi Askan Wi sollicite ainsi une participation financière des citoyens. Nous voulons lancer
une révolution citoyenne, c'est parce que nous appelons les populations à participer à l'effort de guerre, et participer à financer notre campagne, participer à renforcer financièrement notre coalition, et cela nous permettra aussi de lancer les bases d'une révolution citoyenne, parce que cela renforcera la démocratie participative, la démocratie citoyenne. Yewwi Askan Wi est soucieux de la transparence dans cette campagne de collecte de fonds, même si la coalition ne précise pas le montant qu'elle souhaite amasser. Chaque transaction est tracée. Donc la personne qui envoie de l'argent est clairement identifiée par l'application. Donc nous avons la base de données en cas de contrôle, en cas de demande de reddition des comptes, de la base de données de tous ceux qui auront mis de l'argent sur le compte Copar Express. Quant aux autres supports, il y a un numéro de téléphone et les opérateurs ont la base de données de tous leurs clients permettant d'identifier qui a donné combien en cas de nécessité. Donc ça, c'est la transparence. Une fois des fonds collectés, le capital sera distribué au niveau départemental et communal. Quant à l'usage des fonds, nous aussi, depuis le niveau national, nous allons faire des dispatchings au niveau départemental, au niveau communal, et nous aurons la base de données de tout ce qui a été fait, ainsi que la remontée des actions sur le terrain. La coalition Yewwi Askan Wi aspire à la majorité des collectivités locales le soir du 23 janvier 2022. Des leaders comme Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Boubacar Camara ou encore Aïdem Mbodj étaient absents à cette cérémonie de lancement de Copar Express. Et sur l'international, le Tchad a retiré 400 soldats de la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février 2021 dans cette région pour justement lutter contre les groupes djihadistes. Le général Daoud Yahya Brahim, ministre de la Défense, donne les raisons de ce déploiement malgré la recrudescence des attaques contre les civils dans la zone. Vous savez que le Tchad est sur beaucoup de fronts, non seulement au G5 Sahel, mais nous avons plusieurs fronts. Nous avons la FMM, nous avons la force mixte Tchad-Soudan, nous avons le Mali, et nous avons même le sud du Tchad qu'il faut sécuriser. Donc c'est pour des raisons stratégiques et comme je l'ai dit au début, nous avons allégé l'effectif à 800 hommes et qui suffisent largement pour sécuriser les 3 frontières. C'est nous qui avions envoyé un nombre, tout en sachant que la zone est vaste et nous ne connaissons pas exactement les menaces. Nous avons envoyé un chiffre de 1200, mais comme on a, après vérification, on a su que les 800 hommes peuvent suffire. Évidemment, ce sont des efforts des 5 pays membres du G5, mais nous attendons que les États-Unis, les Nations Unies puissent venir en appui au G5 Sahel pour pouvoir, vous savez que le terrorisme a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup les méthodes opératoires ont changé. Donc nous demandons à ce que les partenaires puissent aider les pays membres du G5 Sahel à faire face à ces phénomènes d'insécurité. Mpaket, un village situé à 1 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. Son école primaire, une ancienne base militaire, manque de tout, pas de clôture, pas de toiture. Les élèves travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils côtoient le danger au quotidien. Et ces écoliers viennent des familles sénégalaises établies en Guinée-Bissau, des réfugiés du conflit casamançais. Mamadou Dien et Mafalfal pour la découverte de ce soir. Je m'appelle Yagouba Dramé, je présente Yagouba Dramé, directeur de l'école élémentaire de Mpac. Monsieur Dramé vient régulièrement s'enquérir de l'état de son école, presque dépourvu de tout. L'établissement est à quelques jets de pierre de la Guinée-Bissau. L'école en tant que telle est à 1 km de la frontière. L'école élémentaire d'Mpac est sortie de terre en 1961. L'établissement compte 12 classes. Jadis base militaire,
Les impacts du conflit casamassé, ils sont toujours perceptibles. Oui, les impacts de balles dans les sites, vous avez vu, c'est les impacts de balles au niveau des classes. Des fois, bon, jusqu'à présent, les enfants peuvent venir avec des kits de balles, des billes de balles pour nous les présenter. Si vous faites le tour, il y a des bunkers qu'on a pour reprendre l'école. Une ancienne base militaire devenue école élémentaire, un pack croupi sous le poids de l'âge, des bâtiments vétustes, un défaut de table-banc, une école sans clôture. L'insécurité est à son paroxysme. Nous sommes pratiquement à 5 mètres, à 10 mètres de la route. Donc, des fois, on a des problèmes d'accident sur la route parce que c'est une route internationale. Donc les véhicules circulent à grande vitesse. Donc c'est des problèmes. Donc nous avons besoin d'abord d'une clôture, mais aussi nous avons besoin aussi de bâtiments qui puissent vraiment abriter les élèves. Bon, on n'a pas d'électricité aussi. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'appui dans beaucoup de choses. La plupart des élèves de l'établissement primaire d'Umpac viennent de Guinée-Bissau. 90% sur les 500 écoliers. Ces élèves appartiennent à des familles sénégalaises refusées du conflit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'école, la Casamance a connu un moment de tension, ce qui a fait déplacer beaucoup de villages environnants. Maintenant, les 90% de nos élèves nous viennent de la Guinée-Bissau, parce que c'est des Sénégalais qui habitent la Guinée-Bissau. Donc, il est juste nécessaire d'amener ici leurs enfants. À quelques heures de l'ouverture des classes, difficile de savoir si l'école primaire d'Umpac pourra accueillir ses élèves. Pour l'heure, les herbes occupent l'établissement. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.